Hello, everybody, and welcome to our audience for our panel. Bienvenue à tous et bienvenue au public. Alors, c'est la troisième journée de la culture et les données. President Emerita of OCAD University. Alors, mon nom est Sarah Diamond, je suis la présidente émérite de l'OCAD University. Et juste pour vous donner un petit survol de ce que nous faisons aujourd'hui, nous allons nous pencher sur différents outils et des façons de comprendre de quelle façon les audiences peuvent se comprendre. Et il y aura une petite révision et également, si vous voulez vous joindre à la conversation sur les médias sociaux, alors le hashtag Data Eco Culture. Alors, vous pouvez choisir l'interprétation simultanée au haut de votre écran. Et je vais maintenant partager la reconnaissance. J'aimerais alors que nous sommes en rencontre virtuelle, aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour reconnaître l'importance des terres que nous appelons les chez nous, d'un océan à l'autre du Canada. Nous reconnaissons les territoires ancestrales et non cédés de tous les Inuits et Métis et les membres des Premières Nations qui considèrent ce pays comme leur foyer. Par exemple, à Toronto, où nous nous trouvons sur le territoire traditionnel des Mississauga, de Cadet, TDA, de Snoneage, Nabé et des Huron-Wendat, mais aussi dans la ville qui est le lieu de rassemblement pour les Autochtones de tout le Canada, y compris les Métis et les 10 Premières Nations de Montréal au Québec, comprennent les Cris, Mi'kmaq et Nescapi. Et nous reconnaissons ces peuples et ces terres afin de réaffirmer notre engagement et nos responsabilités. Et voici, nous avons Christian Sénécal, qui est le directeur général dans une entreprise qui travaille pour la culture au Canada. Il est un artiste et un réalisateur. Il a mené des entreprises artistiques de 2011 à 2018, directeur des Hauts Grand Ballet canadien sur la thérapie par la danse, et ça a été une merveilleuse initiative. Il a également été impliqué dans différentes associations. Il a participé à de nombreuses ressources se penchant sur la crise financière dans le secteur de la danse. Alors, c'est un petit exemple de son talent. Dr. Cove, qui est le navigateur et directeur également, qui a passé 25 ans pour l'opinion publique et les affaires publiques également. Pendant son rôle, il s'est penché sur différentes perspectives. Il a mené des chercheurs et sur le rapport Gallup également au Canada. Il a effectué beaucoup de travail en se tournant sur les sondages des opinions publiques. Il a travaillé pour des grandes entreprises dans le secteur de la culture et dans le secteur privé également et dans le secteur privé-public. Bon, alors il a fait des recherches sur le développement de l'audience pour la Société de Radio-Canada, la SRC, et c'est la SRC en fait, ou la CBC pour les anglophones. Alors, il a travaillé dans l'Institut de recherche et de participation de la culture également depuis 2020 sur la Fondation de l'éducation, et elle a été conseillère à Berlin. Elle a travaillé comme genre de projet de recherche par le ministère de la Culture européen, et à Berlin, elle a travaillé dans le musée juif à Berlin, le développement également avec l'Université libre de Berlin, et gérante dans le domaine de la culture également. Alors, nous
nous avons ici donc des gens très connaissants de notre industrie et qui connaissent tous les instruments dont ils vont se servir. Comment est-ce que vous définissez les données qualitatives et quelles sont les sources qui sont pertinentes dans un rapport avec l'analyse? Et Christian Sénécal, je vais débuter avec vous. Christian? Je crois que son écran a gelé. Bon, on va essayer de le récupérer. Et alors, André Turcotte, vous allez nous parler de l'analyse. Oh, bon, j'étais tellement content là, que vous ayez posé cette question à Christian. Bon, de toute façon, c'est une question très intéressante. Les données qualitatives, la façon dont on les définit, c'est au sujet de leur utilisation. La façon dont on les utilise, c'est par opposition aux données quantitatives. Alors, il faut avoir toutes les nuances que les gens peuvent avoir et mettre en considération une journée, prendre des décisions, réagir à quelque chose et tout cela. Alors, c'est un peu plus nuancé et en profondeur comme données que vous pouvez obtenir. Les outils pour les données qualitatives, ça serait par source de groupes de concertation, par exemple, et des entrevues en profondeur, et ce genre de choses-là. Mais je crois qu'il y a un développement intéressant et qui avait débuté avant la COVID et la nécessité, la réalité d'être à la maison et continuer à poursuivre les recherches, a un peu poussé ça vers l'avant, vers un outil très sophistiqué en ligne qui permet de se tourner vers les groupes de concertation. Je l'ai utilisé avec la capacité de ces choses-là parce que il n'y a plus de géographie. Vous pouvez avoir des groupes très diversifiés. C'est fascinant. On n'est pas restreint à avoir des groupes de Toronto, Montréal seulement. Et cette habilité d'emblée est étonnante. Et cette réalité de collage, en fait, nous pousse vers un exercice en ligne très fascinant. Je suis très emballée par les nouveaux développements. Alors ça, c'est le survol en dépit des outils et ça nous donne des données de nuances. Alors, juste pour vous poser la question sur les analyses que vous faites en ligne. Alors, il y a une analyse très bien établie. Alors, ça commence avec le fait où les gens ont beaucoup de difficultés à articuler le pourquoi ils font les choses qu'ils font. Et il y a des signes et souvent des choses qui ne sont pas intellectualisées parfois. Alors, ils réagissent par symboles. Le contexte en ligne, en fait, nous pousse à utiliser des symboles pour les réactions sans aller à l'aspect intellectualisé des données qui sont quantitatives. Alors, il y a des choses qui ont été faites pendant très longtemps et plusieurs personnes ont réussi très bien à le faire. On met des photos, des collages et toutes ces choses-là que l'on peut faire en ligne, par exemple, tout simplement prendre, glisser et déposer des choses du genre qui améliorent l'expérience. Oui, cela nous aide beaucoup. Merci. Et maintenant, la parole est à vous. Vera, pour nous dire de quelle façon vous comprenez les sources. Enfin, je vous remercie de la question. Je ne peux réfléchir à quelque chose de plus intelligent que la définition qui vient tout juste d'être donnée par mon collègue, mais parfois, vous savez, vous voulez connaître quelque chose et le premier réflexe est, bon, je procède à une étude qualitative et les résultats vont m'aider, c'est tout. Et voici un
des exemples dans lesquels ça ne fonctionne pas. On a mis à l'épreuve une question sur le sondage à une conférence. Un étudiant voulait savoir combien est-ce qu'on paierait pour un billet. En fait, on a trouvé deux façons pour découvrir cela. La première chose était de poser une question quantitative et demander quel était le prix. Et de même, nous avons calculé le prix moyen. Et par la suite, nous nous sommes rendus compte que c'était entre 20 à 30 euros par billet pour une représentation théâtrale. Et à la fin, nous avons utilisé des entrevues qualitatives pour mieux comprendre de quelle façon les gens peuvent répondre à la question. Et cela a été vraiment fascinant parce que ce qu'ils ont dit, c'est que ce qui a influencé leur décision pour dire ce montant d'argent-là, c'est combien est-ce que ça vaut, combien d'argent est-ce que j'ai, combien a coûté la production, quel serait un prix respectable en pensant aux artistes et combien d'argent est-ce que l'Institut a besoin pour continuer à exister. Et est-ce que cela est un prix normal ou est-ce que je pourrais le donner un peu plus pour leur offrir un soutien, etc., etc., etc. Et puis par la suite, que ce prix moyen d'entre 20 et 30 euros qui avait l'air bien au début, mais ça ne fonctionnait pas du tout avec ce prix-là. Alors, ça ne nous aidait pas à développer un système de tarification pour établir le prix des billets. Alors, lorsque nous avons des études qualitatives, cela nous aide à mieux comprendre comment mieux répondre aux questions, faire face aux enjeux et résoudre les questions que l'on puisse avoir. Eh bien, les données de ce questionnaire peuvent vous aider en termes de segmentation et d'établissement de marché, parce que vous savez, ils veulent donner un peu plus, par exemple, pour appuyer un organisme et tout cela. Et bon, on peut faire une espèce d'évaluation de ce que vaut et les différents segments également. Alors, je pense que c'est très intéressant de voir cela. Nous allons en parler plus amplement de quelle façon les données qualitatives nous aident à l'aspect traditionnel. Bon retour, Christian, vous nous avez manqué. Alors, j'avais une question à savoir de quelle façon définir les données qualitatives, si vous pouviez nous donner, et également certaines des sources de ces données qualitatives, si vous pouviez nous en parler. Comme vous venez d'en parler, du point de vue marketing, c'est une chose, mais je pense que autant pour les organisations que pour les décideurs publics, qu'on parle de nos partenaires financiers, autant au niveau privé que corporatif, on a besoin d'un autre type de données, moi je trouve, pour être capable d'aller chercher la vraie résonance que les organisations culturelles et que la culture a sur les différents territoires. Il y a au niveau, oui, de la programmation, mais de plus en plus d'organisations partout dans le monde, non seulement au Canada, mais partout dans le monde, en Grande-Bretagne, beaucoup aussi. Lorsqu'on parle de médiation culturelle ou d'une participation communautaire de la part des organisations, c'est pas par une vente de billetterie qu'on va être capable de mesurer ça. Et ça prend de plus en plus de place. Donc là, il y a une source au niveau des données qualitatives qui sont vraiment, vraiment, vraiment intéressantes, là, au niveau autant des questionnaires que des sondages, même au niveau de la discussion ou de la prise de témoignage. Yeah. Yes, and do you want to give us an example? Oui, est-ce que vous voulez nous donner un exemple des façons que vous avez pu recueillir ces données-là? Par des programmes de recherche, entre autres, mais uniquement au niveau Quand j'étais au centre de danse-thérapie, il y avait beaucoup de cours de danse adaptés et ce qu'on essayait de faire, c'est d'avoir une espèce de formulaire standardisé pour les professeurs qui demandait à la fin des classes 2 ou 3 questions, tout simplement. Ce n'est pas une collecte de données formelle ou de recherche, mais au moins, ça nous donnait une évaluation et une évolution de l'apprentissage des cours, autant de la part des jeunes que des parents qui accompagnaient ces jeunes-là. On essaie vraiment d'avoir une perspective des deux côtés, c'est-à-dire quelle était la perception des parents, par exemple, à la maison. S'il y avait un retour sur ce qui était fait à la maison, est-ce que l'enfant pratique à la maison, des choses comme ça. Là. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Right. So really,
Alors, réellement, en regardant de quelle façon cette expérience a transformé, et vous aviez le questionnaire aux parents et aux étudiants également. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'utilisation des sondages et quand ils sont valables et de quelle façon ça accepte ça a une incidence sur les données, le recueil des données. Ah bon, c'est valable lorsque ça vous donne les données dont vous avez besoin. Et je crois que la chose la plus importante est ce que vous voulez savoir et quel est le sondage que vous aiderait à faire répondre à cette question-là. Ça, c'est la réponse abrégée. Laissez-moi vous donner un exemple. Cela vous aide. Par exemple, si vous avez une étude longitudinale, si vous voulez comparer, par exemple, avec d'autres à travers le temps. Et à ce moment-là, vous pouvez voir comment c'est et comment ça se compare aux autres. Vous avez besoin de données qualitatives pendant longtemps. Si vous avez seulement une étude qui dit, bon, c'est le statu quo maintenant, vous le savez que c'est ainsi maintenant, ben, vous ne saurez rien sur ce que vous faites. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque le statu quo changera avec le temps? Alors, nous avons eu un projet de recherche en Allemagne et notre institut fait des études longitudinales afin d'être en mesure de voir qu'au fil du temps, on peut comparer les données. Si je compare à d'autres, c'est bon ou c'est pas si bon, ce que je suis en train de faire ici. Alors, peut-être nous parler un peu plus de cette étude-là et quels sont certains des instruments de cette étude-là et à niveau de quelle façon les données tirées d'un sondage peuvent vous aider avec votre organisme, de quelle façon vous recueillez ces données-là. Alors, du côté, nous avons des données quantitatives. Nous avons un institut qui se tourne vers les foyers, par exemple, les salles de cinéma, les salles de théâtre et tout cela. Alors, on pose des questions aux gens et on pose une question, par exemple, si c'était la première fois que les gens se présentaient, s'ils ont aimé ce qu'ils ont vu et s'ils ont un souhait quelconque. Alors, de quelle façon ils ont trouvé l'existence de cette exposition-là ou de cette pièce théâtrale ou bon. Et nos institutions, en fait, ce que le système fait, c'est qu'on revient souvent au même et parfois à d'autres également. Et on demande en petits groupes de parler entre eux. Et ça nous aide vraiment à avoir d'autres instituts où on peut se comparer et auxquels vous pouvez, avec lesquels vous pouvez discuter également. Alors, c'est un merveilleux exemple et pour chacun d'entre vous qui est en train de décrire des outils, des sondages, il y a une demande de la part de l'audience que vous mettiez tout cela dans la fenêtre de clavardage pour s'assurer que tous y aient accès. André, la parole est à vous. Quelles sont vos réflexions sur les différents instruments de sondage, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que les gens essaient de nouveaux instruments de travail pour les mauvais objectifs? Et si c'est approprié aux recherches? C'est la tournure de la question est très intéressante. Mais vous savez, j'ai fait beaucoup de recherches quantitatives et qualitatives, mais bon, je préfère celles qui sont qualitatives. Bon, c'est le genre, c'est ce que j'ai comme bagage et c'est ce que je vous apporte également ces dernières 30 années. Est-ce que les gens réalisent l'importance? Vous savez, on a un comportement qui mesure les outils quantitatifs n'ont jamais été vraiment bons. Les gens oublient ou embellissent. On fait tout cela. Et
L'instrument n'a jamais été vraiment bien conçu pour traiter de cela. Mais de plus en plus, on l'utilise en publicité, par exemple, là où je passe le plus clair de mon temps, ou en politique. C'est un outil efficace, par exemple, pour tester quelque chose, certains mots, par exemple, comment est-ce que les gens réagissent avec le même message, mais formulé de façon différente. Alors, éventuellement, ça devient quelque chose qui fait partie de la stratégie de communication. Alors, dans les recherches, on pense à quelles sont les fenêtres, les lumières dans les fenêtres sur lesquelles on veut se pencher. S'il y a 50 politiques, il n'y a personne qui va choisir quelque chose, mais les 4 ou 5 principales qui vont attirer à leur tour l'attention des gens. Alors, ça n'a plus à voir avec mesurer un comportement, mais la réaction, tester des stratégies, des communications. Et je trouve que c'est assez efficace comme façon de faire les choses. Et les gens réagissent de façon étrange à différentes choses également. Et, par exemple, Samuel Pumpkin qui a écrit un livre sur les voteurs. De quelle façon est-ce qu'on utilise dans la prise de décision des raccourcis? Alors, cela démontre, si bien appliqué, pourquoi les recherches qualitatives sont efficaces. Et également, souvent, on l'utilise pour les mauvaises choses. Et je crois que, ça dépend de chacun, là, quand on dit les mauvaises choses. Et en dépit de ce qui est bon ou pas, dans notre démocratie occidentale, nous aimons les chiffres. Il y a une espèce de puissance associée à 42 % et on ne sait pas pourquoi. Et on peut avoir un bon paragraphe sur une recherche quantitative qui est brillante et 42 % qui dérange. Il se peut que l'on ne soit pas d'accord, mais c'est la réalité. C'est comme le vieux livre de Susan Hertz, Number Voices. Pratiquement parlant, c'est injuste, tous ces chiffres, on pourrait en reparler. Et dans une situation où l'on doit utiliser des données pour communiquer un message ou établir un point quelconque. Alors, on est mieux avec le 42 % que vous l'aimiez ou pas. Alors, est-ce que c'est la mauvaise chose à faire? Probablement, philosophiquement, on pourrait dire que oui, mais en fait, c'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Alors, c'est ma réponse sur ce qui est bien ou pas. Alors, où est-ce que l'aspect qualitatif rentre là-dedans et quel est l'aspect que vous utilisez pour équilibrer cela? Comment dire que c'est une recherche qui soit valide et respectée? Est-ce que vous avez d'autres outils? Comment en arrivez-vous à faire cela? Eh bien, ce que j'espérais, c'est que c'est définitivement plus comme un regard sur les données qualitatives pour le secteur privé, par exemple. On est tous impliqués dans des recherches. On devrait pousser ça un peu plus. Et c'est une question d'éducation, pas dans le sens péjoratif, mais pour que les gens deviennent à l'aise avec tout cela. Alors, c'est pas comme avoir aimé cela, mais bon, ils doivent être sur les nouvelles à 10 heures. Alors, de quelle façon donner un rapport là-dessus? Et je crois qu'on ajoute de la valeur aux recherches qualitatives. On utilise ces recherches et il faut être à l'aise pour le faire. Et je crois que ce sera important comme projet. Et Christian, un peu pour poursuivre, renchérir, donnez-nous vos vues. Il y a plusieurs études de cas de votre travail. Et de quelle façon est-ce qu'on peut bâtir des sondages efficaces en utilisant des recherches, des stratégies pour construire une capacité de public, d'audience? Scott vient d'amener aussi, j'amènerais une précision dans votre question précédente à M. Turcotte, c'est de voir, sans dire si on l'utilise pour les bonnes ou mauvaises raisons, c'est quel est le but final. Est-ce que le but final est le bon?
ou non. Il y a, oui, une perspective au niveau du public, ou vraiment d'une décision qui est rapide, où on va effectivement regarder le pourcentage, mais quand on va évaluer plus profondément en recherche, c'est sûr que le qualitatif va être intéressant. On a une anecdote comme ça. On est en train d'essayer de mettre en place une recherche méthodologie mixte et multidisciplinaire sur l'utilisation des arts en milieu de santé, avec vraiment de la science pure et plus des sciences sociales. Il y avait cette discussion-là entre le qualitatif et le qualitatif. Et c'est intéressant parce qu'à un moment donné, il y a un neuropsychologiste qui a regardé une chercheure en théâtre en lui disant écoutez, c'est bien beau le qualitatif, mais moi, je peux faire dire ce que je veux au qualitatif, ce n'est que de la perception et de l'impression. Et cette chercheure-là s'est levée, puis elle l'a regardé et lui a dit très sincèrement amenez-moi n'importe quel tableau statistique et je vais faire dire ce que je veux à ces statistiques-là aussi. Fait que cette perception-là est double des deux côtés. Ce qu'il faut faire, c'est réussir à venir réunir ces mondes-là. Souvent, moi, quand on adressait, entre autres au Grand Ballet, des projets de recherche multidisciplinaires comme ça, avec les deux méthodologies, c'était de dire où sont les complémentarités, assumer les différences, assumer les problématiques méthodologiques, mais où sont les complémentarités. Puis pour citer une chercheure, Robin Flom-Cruz de Lesley Université, qui fait depuis 20 ans méthodologie mixte, puis ça va un peu dans le sens de ce que M. Turcotte disait, il faut arrêter de voir un peu la hiérarchie. C'est-à-dire, les deux méthodologies sont au même niveau et il faut surtout arrêter que, ça c'est personnel, mais le monde quantitatif demande au qualitatif d'essayer de se structurer un peu plus pour être vraiment dans les lignes de la recherche. Mais dire, est-ce que le qualitatif ne peut pas ouvrir un peu les horizons du quanti? Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Yeah, it's helpful. I know Vera wants to jump in and ask her to... Oui, je crois que Vera veut nous donner un autre merveilleux exemple de l'utilisation des données qualitatives et les sondages également. Parce que les gens doivent dire comment réfléchir sur un sondage et de quelle façon développer cela, comment se tourner vers les experts pour nous aider avec cela. Alors, je parlais sur l'importance des données. Je crois que tout doit être représentatif, mais parfois, ce n'est pas nécessaire d'avoir des réponses à des questions très importantes. Une est très audacieuse comme réponse, et je m'en excuse en avance. Si vous savez, par exemple, que vous êtes dans un musée, et vous avez un musée, il y a un petit nombre de personnes, oh bon, les toilettes sont pas cool, et puis tout ça, est-ce que ça vous incite à faire quelque chose? Bon, alors, lorsque vous voulez connaître quelles sont les expositions les plus fameuses, vous pouvez avoir un grand sondage, beaucoup de personnes et tout cela, et de répondants. Il est plus simple d'aller de l'autre côté. Par exemple, compter les empreintes digitales sur une vitre de service, là où ça a été plus touché par les gens, par exemple, dans une salle. Ça veut dire que c'était le point plus intéressant de l'exposition. Bon, bien sûr, ça c'est un indicateur et bien sûr, ce n'est pas représentatif, mais ça vous aide. So those are great examples. Can you just... Alors, ce sont de merveilleux exemples. Pouvez-vous parler de la conception des sondages et de quelle façon vous réfléchissez à ça, Vera? Est-ce qu'il y a des normes sur lesquelles c'est basé ou sur un contexte institutionnel? Bon, vous voulez, lorsque l'on parle... bon, vous savez, c'est le genre de questions sur lesquelles nous pourrions parler toute la journée. Bon, alors, tentez. J'espère que mes collègues m'aideront. Je vais essayer de répondre. Alors, spontanément, je pense qu'il faut définir un objectif, ce que vous voulez savoir. Vous devriez probablement réfléchir à comment obtenir des participants éventuels et de quelle façon ils correspondent à la population d'intérêt, par exemple. C'est bien ou le mieux possible.
Et si c'est une étude quantitative, vous avez besoin de réfléchir aux questions que vous voulez poser afin qu'on réponde aux questions principales. Alors, vous établissez les questions et les questionnaires également, et vous testez l'instrument de sondage également, parce que ça ne travaillera probablement pas de son mieux au tout début. Parfois, ça fonctionne bien, d'autres fois pas. Alors, il faut les mettre à l'épreuve. Et je crois que vous avez besoin d'un bon texte introductif pour voir si ça intéresse les gens, avoir un incitatif, quelque chose qui fera que les gens veulent en prendre part, pas seulement de l'argent, mais est-ce que si c'est pour une bonne cause, il faut le dire et définir la méthode de distribution. Si c'est un questionnaire, comment est-ce que les gens vont recevoir le questionnaire, comment ils vont y participer, quand, maintenant, et puis par la suite, vous débutez. Il faut vérifier si tout fonctionne et on espère avoir de bonnes données à la fin et on en fait l'analyse et j'espère que ça fait le tour. Oui, ça nous a beaucoup aidé. Merci beaucoup. J'ai bien hâte quand André, je sais que vous aviez la main levée, vous vouliez intervenir dans la conversation et peut-être vous pourriez... Oui, je peux tout reprendre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur comment faire un bon sondage. Je suis d'accord avec tout, mais il y a quelque chose que j'aimerais indiquer. Je peux être critique. Je suis dans le milieu universitaire. Il faut utiliser un langage par lequel les gens vont utiliser quelque chose de compréhensible, un langage de compréhensible. Nous ne voulons pas écrire des questions avec le genre de formulation académique. Alors, souvent, on va dire, est-ce que c'est le genre de formulation par laquelle on va répondre à la question de la façon dont j'aurais voulu l'écrire? Et par exemple, l'art perdu également de l'épreuve anticipée. Pour des raisons financières, ça a été mis de côté. Le pré-test n'est pas important autant qu'il l'était auparavant, mais c'est important quand même. Avec un pré-test, vous vous assurez que les gens répondent aux questions et que nous ayons des bonnes données avant de débuter. Alors, le point que je voulais renchérir et qui a tout à voir avec ce que je suis en train de dire, je suis entièrement d'accord avec Christian. Pendant plusieurs années, l'aspect quantitatif était vraiment sur le dos du qualitatif. Non, c'était réorganisez-vous du côté qualitatif et de façon injuste, je dirais. Organisez-vous et tout ça, c'est ce que ça disait. Puisque je fais tout, mais je suis d'une perspective quantitative, je crois que du côté qualitatif, nous ne sommes pas aussi coincés lorsque on a une question ouverte et nous savons que 50% ne seront pas en mesure d'y répondre. Mais avec tous les astérix impliqués, je crois que avec le temps, on dit, ça vaut la peine d'avoir 500 personnes sur 1500 qui répondent afin de définir tout cela. Et j'ose espérer, et on devrait en faire beaucoup plus de ça. Avoir cette détente un peu, que ça soit d'emblée la façon que la recherche qualitative soit administrée en introduisant ces sondages quantitatifs. Je crois que c'est essentiel. Alors, voici la question, Sarah. Oui, c'est une bonne conversation et je crois que nous comprenons. Et puis, je sais également, c'est un peu un tour que l'on fait. Par exemple, le volet quantitatif et qualitatif, c'est que vous l'avez tous dit, vous savez ce que vous voulez savoir, vous établissez vos questions en conséquence. Il y a un cadre qui est formé avec tout cela. Alors, et puis, il y a toujours une partie il y a cette fausse croissance que là, c'est très objectif quand on parle de qualitatif, mais ça dépend de l'objectif que vous avez, des exemples et tout ça. Je ne sais pas, Christian, si vous pouvez parler quelque peu au sujet de comment prendre les données qui peuvent venir d'un ensemble de
recherche résultante et le pointer vers d'autres orientations, c'est-à-dire quelles sont les occasions pour faire cela. Est-ce que les sondages doivent être discrets ou est-ce qu'on peut les corréler avec des nouvelles données à travers tout cela durant cet apprentissage? Je pense que ce serait l'idéal, effectivement, d'être capable de croiser des données et de faire du forage de données. La grande problématique, puis Vera l'a abordé, je pense, en début de rencontre, quand je me suis ou j'ai été déconnecté, mais c'est l'importance d'avoir une façon de rentrer la donnée commune. Le problème, c'est que différents sondages, différents questionnaires vont amener une différenciation dans des données qui peuvent être similaires. Et là, à ce moment-là, il y a un grand risque de perdre ces données-là ou qui ne puissent pas être analysées de la bonne façon. Et là, on rentre vraiment dans toute une question de gouvernance de données, c'est-à-dire comment on peut... puis M. Turcotte, André l'a amené un peu aussi tout à l'heure, c'est-à-dire de comment... quel groupe ou qui est la personne qui va dire cette donnée-là doit être entrée de telle manière et traitée de telle manière, parce qu'encore là, ça dépend de qui en a de besoin et quel est le but de cette donnée-là. Mais c'est sûr qu'on devrait être capable de... Puis on espère effectivement qu'avec les technologies, on va être capable d'en arriver là à un moment donné, mais je pense que le but ultime, ça serait ça d'être capable de faire des données croisées. Un peu comme on fait, un exemple avec Statistique Canada, il y a plusieurs étudiants qui font ça, ils prennent des sondages des 10 derniers de Statistique Canada, puis ils sont capables de les croiser, mais là, c'est un sondeur. Là, c'est de voir comment on peut le faire à plusieurs organisations, effectivement. Great, thanks. So Vera, we're talking about ways of Alors, on parle de façon de croiser les données, puis la valeur, l'importance de bases de données gouvernementales, par exemple, qui ont qui regroupent beaucoup de connaissances sur les gens, leurs revenus, où est-ce qu'ils vivent, leur race, leur culture, leur santé. Et donc, comment est-ce qu'on peut penser à ces séries de données en relation avec les sondages qu'on veut faire et puis recueillir les données dans un contexte donné. Donc, vos commentaires seraient certainement bien appréciés. Et je vous écoutais et je pense que c'est aussi intéressant de partager d'autres réflexions sur comment faire un bon sondage. Parce qu'une des choses importantes, puis ça rentre dans votre question, si vous voulez avoir quelque chose qui ultimement soit comparable, il faudrait y penser en amont, avant de commencer le sondage. Et pour le faire, la façon la plus simple, c'est d'apprendre des autres, de parler avec les autres, de voir ce que les autres ont déjà fait, essayé, quelles sont les questions qu'ils ont posées. Peut-être les mêmes questions sont pertinentes pour vous, ou vous avez juste à les modifier légèrement. Donc, cette comparaison est quand même possible. Puis, au bout de la ligne, partagez, discutez de vos propres résultats. Publiez ce que vous avez réalisé. Et pour les institutions, par exemple. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que j'essaie de considérer ça comme un parcours d'apprentissage. Parce qu'au bout de la ligne, à la fin, je finis par en savoir davantage qu'au début, on espère. Alors, quand on finit une étude, par contre, ça marque toujours le début d'une prochaine étude parce qu'on veut approfondir et en cercle. Donc, pour ce qui est de la corrélation des données, votre point de vue? Parce que c'est intéressant parce que je remets en question beaucoup des choses, la façon de les avoir faites jusqu'ici. Il y a du bon là-dedans? Non, c'est très bien. C'est toujours bon d'entendre d'autres perspectives. Beaucoup de choses. D'abord, toujours dans l'esprit du fait que le quantitatif et les personnes qui recueillent des données quantitatives tendent à être un petit peu rigides dans leur approche. Je pense qu'il faut se relaxer un petit peu. On tend à être un petit peu pris en otage des questions. Donc, on a la question... une question qui est là depuis toujours et pour quelques raisons on veut la garder et on reste pris par ces cadres parce qu'on a peur du changement aussi, on a peur que ça invalide. Et des fois, je me suis dit, non, on peut expliquer de façon tout à fait légitime, expliquer
quelle était l'origine de la question et ensuite offrir une explication plausible sur la raison pour laquelle vous pensez qu'il faudra apporter des changements à la question. Et quand vous revenez là-dessus, vous faites votre rapport, vous expliquez clairement de façon transparente ce que vous avez fait. Mais je ne pense pas que ça enlève rien à la qualité de votre travail, de ce que vous avez fait. Je pense qu'il va falloir qu'on soit un petit peu souple sur ces choses parce qu'autrement, on risque de continuer à répliquer des mauvaises recherches pour toujours, là, indéfiniment. Et j'ai fait, je peux vous dire que j'ai fait ma part aussi. Hein. J'ai utilisé les mauvaises questions pendant des recherches pendant trop longtemps, mais je me dis, bon, ben, ça va changer. Demain, ça va changer. L'autre chose, c'est que en tant que groupe, on devient de plus en plus sophistiqué pour comprendre la valeur des différentes sources de données. Alors, dans le passé, si on était une personne plus axée sur le quantitatif, la solution était une solution de nature quantitative. Si on était plus dans le qualitatif, la solution allait plus aller dans cette direction-là. Parce qu'oublions pas que la disponibilité des données est énorme. Donc, mettons, j'ai besoin de savoir ça. C'est quoi la meilleure source pour des données comportementales? Parfait, c'est Statistique Canada. Très bien, alors je ne vais pas perdre mon temps à aller chercher d'autres sources parce que ça semble être la meilleure. Et comment est-ce que l'on peut avoir un meilleur résultat si on ne part pas de quelque chose qui a déjà été fait, peut-être sans doute pas parfaitement, mais qui a déjà été fait. Donc l'idée, c'est celle d'intégrer au fur et à mesure les différentes approches. Et ça devient d'autant plus important lorsque l'on parle des changements de catégorie. Et ça aussi, ça devient un peu plus complexe. Et ça pourrait faire l'objet d'une conversation déjà à part. Voir comment est-ce que la race est décrite, l'identité autochtone, comment le genre aussi est décrit. Les données de Statistique Canada sur la consommation culturelle suivent une approche, une définition binaire du genre qui pose déjà problème. Donc, la capacité de changer la déontologie aussi pour se dire, bon, ben voici, jusqu'ici, c'était comme ça et maintenant, on va passer à autre chose. Et ça, que ce soit des données qualitatives ou quantitatives ou qualitatives qu'on analyse. Donc, c'est un défi. Quelles sont vos questions de base que vous allez demander et redemander? Très bien. Mais aussi, ce que vous apprenez d'études, ça va vous amener peut-être à poser d'autres questions ou les mêmes questions, mais d'une façon différente aussi. Donc ça aussi, c'est le changement que l'on doit apporter lorsqu'on en sait davantage sur l'audience et sur les données démographiques. Comme je disais, c'est vraiment un apprentissage. On part quelque part et on arrive ailleurs avec plus de connaissances et puis on espère que la science va évoluer. Et à un certain moment, un peu plus tard, on se dit, bon, ben, il y a d'autres façons meilleures, plus efficaces de poser ces mêmes questions. Et l'idée, c'est qu'il faut être suffisamment courageux pour changer les questions parce que vous allez avoir des questions là-dessus. Pourquoi est-ce que vous avez changé les questions? Est-ce que c'était nécessaire? Et comment est-ce qu'avec ces nouvelles questions, je peux comparer les nouvelles données aux anciennes? Oui, c'est des défis, mais si on revient à la question des genres, on arrive à un point où on ne peut plus l'ignorer, on peut plus, il faut qu'on fasse le changement. J'aurais dû utiliser cet exemple-là, c'est parfait, effectivement. Vous ne pouvez pas être resté pris en otage par la question de la dualité du genre. Vous pouvez être aussi têtu que vous voulez, mais à un moment donné, il va falloir que ça change. C'est sûr que vous allez ajouter une note en disant vous avez modifié votre question, mais c'est vraiment un bon exemple qui illustre que c'est important de ne pas rester figé sur des façons de faire. Et il y a encore de bonnes questions qui viennent du public.
Est-ce que les experts pourraient nous parler un peu de la conscience de soi, dans la compréhension de notre propre corps dans la réponse? Alors, je vous laisse la parole. Est-ce que vous pourriez juste répéter la question? Parler donc de l'importance de la conscience de soi. En d'autres mots, participer au processus de recherche en comprenant notre propre position et notre biais potentiel, alors que l'on recueille des données, alors qu'on les interprète. Et ça nous amène aussi à la construction des dynamiques autour de la base de données. Mais je pense que ça reste une question importante. C'est une très bonne question. Je switch en anglais, désolé. C'est une question qui est très importante, puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, c'est mon humble avis, la recherche ne devrait pas se faire seule. Pour moi, c'est la façon dont j'ai abordé la recherche dans ma pratique, là, bien que je ne suis pas un chercheur formel, mais je suis plus un chercheur terrain là, avec les projets sur lesquels on a fait. Mais j'ai toujours bâti des recherches en partenariat. C'est-à-dire, quand on parle de méthodologie mixte, s'assurer qu'il y ait le qualitatif et le quantitatif soient représentés. Mais en même temps, j'ai le goût de dire, si par exemple, on veut définir si la culture pour le développement d'un territoire est importante, ben j'ai besoin d'avoir des gens autour de la table qui sont pour et des gens autour de la table qui sont contre, pour avoir les deux perspectives, de façon à bien bâtir, c'est ce qu'on dit, de bien bâtir la bonne question de recherche, avoir une bonne représentativité. C'est sûr que c'est des recherches qui peuvent paraître des fois plus coûteuses, plus difficile. Méthodologiquement parlant, ça peut devenir très complexe, mais là aussi, je pense qu'il y a une volonté des partenaires financiers de recherche, des fonds de recherche, que ce soit ici au Québec, que ce soit, je pense aux deux fonds de recherche du Québec, Culture et Société, et la recherche comme telle, autant au niveau des chercheurs, de la recherche canadienne, il y a cette volonté-là de la part des partenaires financiers, donc je crois qu'il faut aller de plus en plus vers ça. Great, thank you. Any comments? Merci. Vera or Andrea? Est-ce qu'on a d'autres commentaires de votre part aussi? Quelle est votre position? C'est sans doute pour dire qu'il faudrait faire attention à ne pas faire de la recherche seule, parce que quand on fait la recherche en collaboration, c'est ça qui nous aide aussi à voir quelles sont nos lacunes. André, vous avez développer des recherches dans des contextes extrêmement compliqués, où vous aviez des intervenants, mais vous vouliez savoir de l'information sur ces mêmes intervenants. Alors, comment est-ce que vous êtes pris pour engager les usagers de façon efficace dans le processus de collecte de données? Je me sens très chanceux parce que j'étais capable, et je suis encore capable de faire de la recherche académique autant que de la recherche commerciale. Et je sais que parfois la recherche commerciale n'est pas vue de façon aussi positive que la recherche académique, mais il y a une discipline qui est associée à cette activité qui est bonne, dans le sens, on sait tous qu'on a on est biaisé personnellement, on peut avoir justement notre partialité. C'est la même chose pour les grands ballets, Christian. Si j'impose mes propres biais et je vous donne de mauvais conseils parce que c'est ce que j'ai fait, là, j'aurai à supporter, c'est-à-dire je vais avoir un poids commercial qui vient avec. Et vous allez me dire, vous m'avez dit que vous vouliez vraiment poser la question, mais si je ne suis pas d'accord avec ça, et que j'embarque quand même, il y a quand même un coût en termes commerciaux à cette décision. Et nos approches sont toujours des approches d'équipe. Il y a toujours 2-3 personnes qui interagissent, minimum. Mais je pense que l'aspect discipline est important parce qu'on veut vraiment arriver à quelque chose qui vous donne de l'information précieuse. Alors, si c'est ça, il va falloir mettre des contraintes par rapport à ma propre opinion, celle qui est mon opinion vis-à-vis des grands ballets. Et dans ce sens-là, j'ai eu de la chance de pouvoir bénéficier de cette collégialité et ça s'est prouvé être très efficace.
Alors, en vous écoutant, c'était vraiment très constructif pour moi. Je vous remercie autant à nos panélistes qu'à nos participants. André, c'était très intéressant de vous entendre parler de vos pratiques et je pense qu'on apprend tous dans ce monde complexe où les outils évoluent, mais les opportunités s'élargissent aussi. Alors, merci de vos mots de sagesse et vos conseils. Et on va se préparer au dernier panel, fin de l'événement. Donc, et après, qu'est-ce qui s'en viendra? Et ça va clore notre conférence, mais il y aura certainement d'autres éditions de cette expérience qui a été certainement intéressante et constructive. Alors, merci encore. Au revoir.